Bonjour à tous. Je suis très content aujourd'hui d'être devant une ancienne, je sais pas si je l'appelle ancienne gloire ou bien un ancien joueur, Ibrahima Traoré. Bonjour Ibrahima. Bonjour. Quel est le, quel est l'adjectif qui te semble mieux? Ancienne gloire, ancien footballeur, Ça, vraiment, moi, je laisse aux gens de juger ça. aujourd'hui? Chacun pour soi, moi, je me considère comme un ancien joueur de foot qui est très content de la carrière qu'il a fait. D'accord. Ibrahima Traoré, on va pas oublier, c'est un enfant qui est né en France Ouais, et qui, je te surprends pas, mais tu as joué à Charenton. exactement. Mais justement, C'est je mon voulais premier club. savoir comment un enfant de Charenton arrive à s'imposer en Allemagne. Bah, déjà, c'est long parce que moi, c'est mon premier club à Charenton. Quand j'arrive, je commence là-bas à jouer à l'âge de 6 ans. Mhm. Après, je joue jusqu'à l'âge de mes 14, 15 ans. Et Ouais. ensuite, je pars à Levallois. Ouais. Je vais à Levallois où je joue à Levallois parce qu'il y avait mon entraîneur de Charenton, Yazid, qui m'avait ramené à Levallois. Mhm. Donc, je joue à Levallois parce que c'était un meilleur niveau. Et en Ouais. plus, comme nous, on avait déménagé à Pantin, donc c'était plus C'est proche plus proche, ouais. de chez nous. Mhm. Et c'était un meilleur niveau. Donc, je suis parti jouer à Levallois. Et, et ça s'est fait comme ça. J'ai joué, j'ai progressé, j'ai progressé. Et Mhm. finalement, en fait, c'est par hasard, hein, parce que moi, j'ai commencé à jouer avec la CFA, à Mhm. Levallois et tout Allez, ça. voilà, Donc, je ouais. me suis fait repérer Mhm. plutôt dans la rue Dans la par rue, un ouais. agent qui m'a vu jouer, qui me connaissait pas, qui est venu voir ma mère, qui est venu voir Mhm. mes parents pour leur dire, ouais, je trouve qu'il a du talent, des Mhm. qualités, je peux l'amener en Allemagne. Ouais. On n'y croyait pas, hein, tu sais, un agent qui vient de nulle part et te Ben voit jouer oui. dehors, qu'est-ce que tu veux Ouais. croire, tu vois? Donc, finalement, c'est ma mère qui a insisté. C'est ma mère qui a dit, j'insiste, vas-y, vas-y. Mhm. Après ça, je te prendrai plus la tête parce qu'il y a eu 1 million de tests, Mhm. qui se sont Qui pas sont passés, pas faits. Et puis fait. après, ça te montre aussi un peu l'envers du décor où il y a eu Mhm. des tests, où il y a des gens, des recruteurs qui étaient chez toi, qui mangeaient. Mhm. Et en plus, tu vas jouer, tu es le meilleur, on te fait pas jouer à ton poste, même les gens à la détection ils disent franchement, c'était toi le Le meilleur et meilleur. qu'on te prend pas, tu sais pas Ah bah pourquoi. oui. Donc j'ai compris que voilà, c'est pas forcément une question de mérite et puis voilà, c'était ma dernière chance. Mhm. Je l'ai saisi, je suis parti là-bas, j'ai fait des essais, ça a marché, j'ai signé au bout de 2 jours là-bas à Mhm. Berlin. Hertha Berlin, c'est ça. Ouais, Hertha Mais Berlin. justement, comment ça se trouve, l'adaptation en Allemagne? Mm. Un enfant qui vient de France, qui connaît rien de l'Allemagne, avec non seulement l'environnement, comment ça se passe à tes Ah débuts? ouais, mais c'est dur parce que déjà l'allemand, c'est une langue que moi je trouve pas difficile, mais les gens trouvent la langue très difficile. Mhm. Puis moi, voilà, je suis jamais parti de chez moi. Ah Je ouais. suis jamais parti de chez moi. Je suis jamais allé quelque part où il n'y a pas quelqu'un de ma famille, Mhm. en vacances ou quoi que ce soit. Mhm. Euh, Moi, je me rappelle, nous, on dormait pas chez des amis à la maison. Ah ouais. Ah oui, on était tout le temps ensemble, quoi. Mhm. Les frères, Mhm. les sœurs, ma mère, surtout avec ma mère, on était tout le temps ensemble. Donc nous, moi, j'ai pas l'habitude de De sortir en sortir. dehors de chez moi. Mhm. Même mes autres frères ou quoi que ce soit, ils sont partis tard de chez ma mère. Mhm. C'est comme ça, c'est culturel chez nous. Exact. Euh, et puis voilà, maintenant à 18 ans, faut que tu ailles en Allemagne, Ah ouais. dans un autre pays. Mais en fait, t'as pas trop de temps d'y penser. Vas-y, c'est le choix, tu l'as fait de venir. On Mhm. t'a pris, tu l'as fait. Mhm. T'es proche du but. Mhm. Et ben en fait, concentre-toi que sur ça. Oui. Et ben c'est ce que j'ai fait. Je me suis concentré que sur le foot et sur la langue. J'ai pris l'allemand tout seul en 6 mois. C'est vrai? Ouais, j'ai appris l'allemand tout seul en 6 mois. M'avait donné un prof, mais j'aimais pas ses méthodes, donc j'ai dit laissez-moi l'apprendre tout seul. Au bout de 6 mois, je parlais couramment allemand. Et après 6 mois aussi, bah j'ai joué et je me suis concentré sur le foot. Et au bout de 6 mois, je jouais en. En Bundesliga. Ouais, Mais justement, en 2000, parce que Hertha Berlin, c'est 2007. ouais. J'arrive en 2006, 2006. 2006, ouais. Ouais, et je commence à jouer en En 2007. 2007, Ouais. justement, parce que tu signes en 2007. Hum, Et en 2009, tu vas à Augsbourg. ouais. Mais, et à Augsbourg, c'est pratiquement la même chose. Non, c'est pas la même chose à Augsbourg. C'est ça aussi, c'est drôle. C'est parce qu'en fait, quand je signe pro, Mhm. l'équipe pro, elle change d'entraîneur et c'est Lucien Favre qui vient. Mhm. Lucien Favre, il comptait pas sur moi, Non. il était pas dans ses plans, donc j'ai dû retourner avec l'équipe réserve. J'ai joué une saison, 2 saisons avec l'équipe réserve. Il y a Mhm. mon entraîneur de l'équipe réserve qui va dire à la direction, on peut plus le garder là en l'équipe réserve parce il est trop fort pour jouer en équipe réserve et maintenant, il Mhm. faut qu'il joue avec les pros. Déjà qu'il a perdu 2 ans Oui, parce que je rentrais pas dans les plans dans les plans du de de jeu. Lucien Favre. Mhm. Il a dit, il faut trouver une solution. Et ce qui me rappelle, on avait joué donc la saison, nous, on était ouais, en 4e division. Mhm. J'étais le meilleur joueur du championnat ou quoi que Mhm. ce soit.
Et il y avait tous les clubs, il y a des clubs qui étaient intéressés. Et finalement, ils sont venus nous voir jouer un match. On jouait contre la réserve de Berlin, contre la réserve d'Hambourg. Et nous, on était maintenus. Donc, eux, ils ont fait descendre beaucoup de pros. Et c'est le jour de la finale de la Coupe d'Allemagne. Donc, il y avait tous les entraîneurs de Bundesliga et de deuxième division qui viennent pour voir la finale et tout ça. Et moi, je fais un mauvais match alors que la saison était finie pour nous. J'avais marqué, je sais pas combien de buts, je fais combien de passes décisives. Donc, c'était un match qui servait à rien. En fait. Voilà. Après ça, on était en vacances. Et donc, il y a certains entraîneurs qui en ont profité pour mettre des doutes, pour dire, on ne sait pas s'il va pouvoir vraiment jouer. Déjà, pourquoi il joue pas ici à Berlin? Et ça veut dire que s'il joue pas, c'est qu'il y a des problèmes. Et lui, sur le match qu'on a vu, oui, ça veut rien dire. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? C'est Augsbourg qui voulait de moi avec 2-3 autres clubs. Et Augsbourg, en fait, pour baisser le prix du transfert et tout ça, ils m'ont fait venir, ils m'ont dit, oui, on va te mettre à l'essai. Alors que j'étais déjà pro. Même si je joue en réserve, ils m'ont dit, on va te mettre à l'essai, on va voir si tu veux. Et j'arrive, je m'entraîne un jour, l'entraîneur il vient et il me dit ouais c'est bon, c'est pas la peine, maintenant tu t'entraînes juste avec nous, mais tu vas récupérer tes affaires, c'est bon, on te prend. Donc là tu sais très bien qu'en fait c'était pas un test, mais c'est en fait ils ont profité du on l'a vu jouer, elle était pas bon, viens avec nous, on va voir si c'est un essai. Moi j'y vais très confiant, tu vois, donc je m'entraîne bien. Et au bout je finis même pas l'entraînement, il a dit oui t'as eu le voyage, tu t'es entraîné, c'est bon, on te prend et tout ça. Donc moi je comprenais qu'en fait, mais en plus moi ça me regarde pas, ça c'est entre clubs, ça gérer ça entre vous, moi je veux juste signer. Et après, j'ai signé au Hertha, enfin, j'ai signé à Augsbourg en D2, et puis voilà, boum, c'est là que ça a explosé. C'était. Tu as mis combien de temps à Augsbourg? 2 ans, finalement. Parce qu'on était en D2. Donc, la première saison, on a joué au bout de 6 mois. Moi, j'avais 14 offres de Bundesliga, 14 clubs de Bundesliga qui voulaient de moi. Mais après, tu as choisi, bon, parce que je sais que en 2000, bon, je vais un peu sauter les étapes parce que en 2014-2015, tu es approché par le Borussia Mönchengladbach. C'est après ces 2 ans que tu Non, parce que là, c'est après ça. Donc, je reste les 2 ans. Je me blesse. D'ailleurs, c'est ma première grosse blessure que j'ai eue. Je me blesse. Et on est monté pour la première fois de l'histoire d'Augsbourg. C'est avec nous, c'est avec cette équipe qu'on est monté. On avait perdu la relégation. 1 an avant, j'avais même pris un carton rouge. Et tout ça, ils avaient un peu mis ça sur ma faute. La deuxième saison, j'ai fait la moitié de la saison blessé. Mais j'ai fait la fin de saison et tout ça. On est monté pour la première fois de l'histoire. Augsbourg, ils étaient montés, c'était avec nous. Et donc, suite à ça, moi, j'avais déjà signé, depuis un moment, j'avais déjà signé un contrat avec Stuttgart parce que c'est le club qui me voulait le plus. Donc, après Augsbourg, il y a eu la montée. Donc, moi, j'avais un peu aussi le devoir du travail accompli. Et puis après, on est parti à Stuttgart. Et à Stuttgart, mais comment ça se fait que tu as jamais été champion d'Allemagne, tu as toujours été, mais alors avec le potentiel que tu avais la possibilité même de jouer même au Bayern. Mais il y a des fois, il y a eu des approches, mais ça, c'était plus tôt. Moi, je me sentais pas encore d'y aller là-bas. Des très grands clubs, d'Allemagne, même si Gladbach, c'est un grand club, mais des clubs qui ont encore un standing au-dessus. Mais d'ailleurs, quand je jouais du côté de Augsbourg. Donc, il y avait ces intérêts-là et tout ça. Mais c'était trop jeune pour moi. Déjà que voilà, je suis en D2, il faut que j'aille dans un club. Et même la première année où je vais à Stuttgart, je joue 10 matchs, quelque chose comme ça. Parce que là, c'est la Bundesliga. C'est pas la deuxième division, ça va beaucoup trop vite, il faut t'adapter. Moi, je sais qu'on faisait entraînement équipe A contre équipe B. Mais moi, je devais jouer contre Khalid Boularouz à l'entraînement. Donc, contre lui, il fallait faire ses preuves. Et ceux qui connaissent Boularouz, ils vont savoir. Il faut savoir de qui on parle. Voilà. Donc, voilà, lui, c'est l'équipe A, moi, c'est l'équipe B. Donc, voilà, faut le dominer, ce joueur-là, tout le temps pour pouvoir avoir ta place. Donc, la première année, c'était très compliqué. C'est à partir de la deuxième année où c'est vraiment parti et que là, j'étais très. Ben, justement, en 2010, c'est la première année où tu fais ton apparition à l'équipe de Guinée. Comment ça se passe? Oh, franchement, ça se passe très vite. Il y avait déjà des touches aussi que je devais aller en équipe de France Espoir. J'étais pressenti et tout ça pour aller en équipe de France Espoir. Et en même temps, il y avait le coach Michel Dussuyer qui m'a envoyé une convocation. Là, j'avais commencé à jouer maintenant en pro avec Augsbourg. Mais surtout, moi, j'avais déjà reçu une convocation quand je jouais en réserve au Hertha. Ah ouais? Et j'avais décliné? Oui, et j'avais décliné. Ah, d'accord. J'avais décliné parce que je dis, je suis même pas professionnel, je suis pas prêt, et puis, non, faut d'abord que je sois un pro et que je sois confirmé. Là, je joue en réserve. Donc, j'avais refusé. Michel Duchier m'a appelé, il m'avait fait une convocation, il a dit, oui, on est intéressé par toi, on te suit. Là, moi, j'étais un peu surpris, on suit à Augsbourg, tu vois. Dit, il a dit, on est intéressé, tout ça, on veut que tu nous rejoignes et tout ça. Et après, il n'y a pas eu d'hésitation, même s'il y avait une possibilité d'aller en équipe de France Espoir, il n'y a pas eu une seule hésitation.
Mon père voulait, ma mère voulait, toute ma famille voulait, et moi aussi je voulais. Tu voulais, Eh ben, donc, tu as pas eu le sentiment comme ceux d'aujourd'hui qui hésitent un peu entre aller à l'équipe de France et aller à l'équipe de pays d'origine? mais ça, c'est très simple, en fait, cette thématique-là. C'est simple. Si à 25 ans, tu es encore en train d'hésiter, c'est que l'équipe de France veut pas de toi. Exactement. À 25, oui, c'est vrai, parce qu'à Ou à 25, 26 ans, ou quand tu viens à 28 ans, tu dis, j'avais le temps de réfléchir, le temps de la réflexion. C'est faux. hum, Maintenant, dans le football actuel, à 22 ans, il y a des joueurs qui ont 200 matchs professionnels, qui sont en équipe nationale. oui, Mbappé, il a 25 ans, il est capitaine de l'équipe nationale de de France. France. Donc, Et voilà. il faut un peu réfléchir dans ce Il faut sens-là. réfléchir. Si on vous prend pas Hum. jusqu'à cet âge-là, c'est-à-dire pas que, hésiter. oui, voilà, faut pas attendre non plus trop longtemps et dire, ah, je sais pas. Il y a un certain âge, et puis il y a des situations. Moi, je refuse de croire que tout joueur de foot est bête. Moi, je pense que tout joueur de foot est conscient de sa situation. Et s'il l'est pas, donc là, c'est très dangereux. Pour savoir, est-ce que tout le monde sait si, est-ce que j'ai vraiment une chance d'aller en équipe de France ou en équipe d'Allemagne ou du Exactement. Portugal, ou est-ce que j'en ai pas? Donc, il y en a beaucoup qui attendent, et après, ils me disent, c'est maintenant le bon moment. Non, mais en fait, vous êtes menti à vous-même. Parce qu'on le sait très vite s'il y a une capacité de faire carrière en équipe de France ou d'avoir une ou deux sélections. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Une ou deux sélections, ce qui est possible en équipe de France, ou alors voir une carrière internationale. Exactement. Mais dis-moi un peu, quel a été ton sentiment après le premier jour où tu as porté le maillot de la Guinée? Ben moi, en fait, je suis allé sans pression parce que moi, j'étais content. Il y avait des joueurs que je regardais à la télé. Avec qui je jouais, ben déjà il y avait qui, il y a Fodé Mansaré qui était là, je crois qu'il y avait Laurent Pokou, enfin Laurent Pokou le Guinéen, parce que les Hébreux vont dire il est joué avec Laurent Pokou, non, Ibrahim Ayatara, je pas, il y avait Camille Zayat et tout ça, donc en plus qui est mon cousin, donc ouais voilà des joueurs que tu as vus dans des CAN et tout ça. Donc moi en fait je suis arrivé mais j'étais très très calme, très serein. Après on a joué contre le Mali, je me rappelle qu'au début ça se passe pas très bien, je perds tous mes ballons. Les Guinéens, ah, c'est qui ce joueur? Enlevez-nous, il est tout petit et tout ça. Et à la fin du match, finalement, je fais un très bon match, je marque pour ma première sélection. Et maintenant, tout le monde sait qui lui, c'est qui lui. Donc voilà, c'est comme pour dire à quel point ça va vite. Entre 5 minutes, tu perds le ballon, on t'insulte. Tu marques un but, on dit, oh, on a trouvé notre nouvelle star. C'est comme ça. Mais justement, en 2012, tu fais la CAN. Ta première CAN en 2012. Qu'est-ce que, et en plus, vous êtes sortis en quart de finale. Non, mais sorti en poule. En poule, ouais, c'est en poule. Sur un tirage au sort. Non, ça c'était après. Après, ouais. Ça c'était après. En 2015. Ouais. Mais comment tu vis ta première Coupe d'Afrique des Nations? Bah, moi, c'est mon meilleur souvenir avec le Chili. C'est pour ça, ça monte il y a très, très longtemps. C'est le meilleur souvenir parce que il y avait les anciens. Quand on dit les anciens, ça veut dire vraiment. Ça fait 11 ans par là. Hein. Ouais, c'est-à-dire des légendes. Bobo Baldé, ouais. Camille Zayat, Pascal Fendouno, Ismaël Bangoura. Ouais. Il y avait vraiment des anciens. Il y avait des jeunes. Il y avait les nouveaux qui venaient. Il y avait Sadio Diallo. Il y avait Ibrahima Maebra qui était là. Razagui. Moi, on arrivait. Lars Bangoura est arrivé. Il y avait toute cette nouvelle génération de jeunes joueurs qui venaient et en plus qui avaient la chance de faire une compétition avec les anciens qu'on a regardé à la télé. Et pourquoi je dis c'est mon meilleur souvenir parce que moi de tout le temps j'ai joué avec l'équipe nationale, c'est le meilleur football qu'on a pratiqué. On sort en poule, mais même les Guinéens ils étaient fiers tellement le football qu'on a pratiqué, il était bon. On perd contre le Mali, un match qu'on n'aurait jamais dû perdre. Ensuite, on bat le Botswana 6-1 et on fait nul contre le Ghana, mais c'est trop tard. Et moi, je pense que si là on serait passé, il y aurait quelque chose à faire parce que vraiment la génération entre les anciens, les nouveaux confins avec l'expérience des anciens et surtout, pourquoi je dis ça, c'est parce que là, en fait, de tout le temps que j'ai joué au ciné national, c'est qu'il y avait du respect, il y a l'hiérarchie. Exactement. Le capitaine, c'était le capitaine. Les anciens, c'est les anciens. Les jeunes, c'est les jeunes. Mais après, il y a eu cette évolution, elle s'est perdue, mais c'est avec l'évolution du foot en général, où plus le temps passe, moins il y a de respect pour l'ancien, moins il y a de respect pour la hiérarchie, parce que ça devient un truc très individuel où chacun pense d'abord à soi, comment je vais faire carrière, qu'à l'équipe, surtout qu'en équipe nationale. Il n'y a pas de plan de carrière en équipe nationale. C'est ensemble on gagne, ensemble on perd. Que toi, tu brilles et qu'on sorte au premier tour. Ou que tu sois un peu moins bon, mais qu'on aille en demi-finale, c'est ça qui est peut-être ça. Mais je pense que ça va changer avec les mentalités. Enfin, j'espère que ça va changer un petit peu. Mais je suis pas sûr. Mais Ibrahima, entre 2012, 2015 où tu sors en quart de finale, 2017, 19. Oui, 2017 vous ne participez pas. Oui, non, 2013 on participe pas. Ça fait déjà trop de CAN où la Guinée ne participe pas justement. Et tu reviens en 2019 en Égypte.
Et vous avez aussi une bonne prestation en Guinée, en Égypte. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il y ait eu un tel échec? Ah, mais moi, je trouve justement qu'en Égypte, on n'a pas été, on a été en dessous du niveau qu'on aurait dû avoir. Mhm. Euh, C'était quoi, le cadre? Il y avait trop de problèmes? il y a toujours des problèmes de toute façon. Mais ça, comme je dis, moi, c'est un sujet où j'ai même plus envie de parler dans l'équipe nationale. Je préfère parler de football, de vraiment, Mhm. parce que pour de vrai, en plus, ça m'intéresse plus. Mhm. J'ai dit ce que j'avais à dire, je le maintiens, et je sais que j'ai raison et que, voilà, je suis pas réputé être menteur. Menteur. Mais maintenant, on me croit, c'est tant mieux, on me croit pas, je vais pas revenir sur ça. C'est pas ce qui, en plus, identifie, c'est pas ce qui, comment j'ai défini Il ma définit vie. la vie, C'est pas ce exactement. qui définit ma vie, c'est pas ce qui me fait pleurer, c'est pas ce Mhm. qui me fait rire, c'est pas ce qui me fait dormir, c'est pas ce qui me fait manger. Ça définit en rien mon cadre de vie. Exact. Quand moi je l'ai fait, je sais pour quelles raisons je les ai fait. Parce que j'étais convaincu que c'était pas bien. Mhm. On a voulu me faire passer pour un fou. Un fou. On m'a un peu isolé, un peu abandonné dans tout Mhm. ça. Ouais. C'est pas grave. Ouais. C'est pas grave. Moi, ma carrière, je l'ai construite parce que j'avais des convictions, que ce soit en club ou en équipe nationale, j'ai toujours dit ce que je pensais. Exactement. Mais est-ce que tu n'as aucun regret avec cette équipe? Est-ce que tu n'as aucun regret? Ah, c'est que peut-être un regret, non, j'aurais pas à dire parce qu'en fait, on mérite, Mhm. Tu ne regrettes peut-être pas de ne pas avoir pas gagné une on a CAN? toujours ce qu'on mérite. Mhm. Mais c'est la vérité. Est-ce qu'on était en mesure de gagner une CAN avec la Guinée, même à l'époque où on jouait comme ça, je suis pas sûr. Mhm. Est-ce qu'on aurait pu faire mieux que ce qu'on a fait? Évidemment, ouais. Mhm. Évidemment. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu penses du niveau de la sélection de l'équipe guinéenne? C'est un constant. C'est un constant. C'est-à-dire, en fait, c'est un peu la cour des miracles. Mhm. C'est-à-dire que, on prend l'exemple de la dernière CAN. Le meilleur match de l'équipe, c'est contre le Sénégal qui va finalement gagner cette compétition Mhm. pour ensuite faire des mauvais matchs contre le Malawi et être éliminé contre la Gambie. Exact. Mais C'est juste un manque de, c'est pas un manque de talent. Tu sais, tu regardes l'équipe de Guinée, il y a du talent partout. oui, il y a du talent. Parce que c'est qui est clair, il y a certains joueurs qui jouent, qui sont titulaires à l'équipe de Liverpool, par exemple. Mais je veux dire que, mais est-ce que les deux prochains matchs contre l'Égypte la Gambie, c'est ça? Et je crois le Malawi, oui. Contre le Malawi, est-ce que tu penses que il y a un bon espoir parce que vous êtes ex-aequo en tête avec 9 points? Oui. Est-ce que Il nous faut un point. Ben oui. En 2 matchs. Ah oui, moi j'ai espoir. Alors là quand même, si, là j'ai plus qu'espoir. Mais comme je dis, des fois on me demande, ah, t'es très content de ce qui se passe, ou on veut me faire passer pour quelqu'un qui n'aime pas l'équipe, qui n'aime pas son pays. C'est la plus grande des légendes qu'ils ont envie d'inventer sur moi. Ouais. Ce qui est complètement faux. Si les gens me connaissent, ils le savent très bien. Mais moi, j'ai pas besoin de parler de ce que je fais pour dire que j'aime mon pays. J'ai pas besoin de dire partout, j'aime la Guinée. Pour aimer la Guinée, je sais au fond de moi-même. Et ce que je fais dans ma vie, c'est dire que ça le prouve pour moi. J'ai pas besoin d'en parler. Et c'est pour ça que quand je dis que la Guinée batte l'Éthiopie 2 fois, et ben, c'est normal, quoi. C'est normal. Pour moi, en fait, j'ai envie que ce soit normal pour tout le monde que nous, la Guinée, on ait battu l'Éthiopie aller-retour. Ouais. Et que c'est normal. Ce serait été le contraire. Mais ce oui, serait voilà. surprenant que l'Éthiopie gagne la Guinée aller-retour. Et dans le même sens que dans une CAN à 24, moi, je trouve ça normal je veux que ça soit normal que la Guinée se qualifie à une CAN à 24. Comme c'est normal que que les Guinéens battent l'Éthiopie. Ouais. Voilà. Et on dit, il est pas euphorique, il est pas enthousiaste. J'ai dit non, parce que vous qui êtes dans l'euphorie ou quoi que ce soit, quand on va perdre après un moment, ça va être de la catastrophe. Et ben, vous allez redescendre trop vite et ça va être justement contraire à ce que vous avez dit il y a 2 mois ou il y a 2 semaines parce qu'il y a eu élimination et que vous n'allez pas comprendre. Exact. Faut juger les choses avec un peu de recul. Le recul, c'est de se dire, la Guinée qui se qualifie pour une Coupe d'Afrique, c'est tout à fait normal. Mais Ibrahim, dis-moi, qu'est-ce que tu as ressenti quand le moment où on a enlevé la CAN à la Guinée? L'organisation de la CAN 2025, quel a été ton sentiment? Parce que c'est vrai qu'on a remis la CAN à la Guinée en 2013 et qu'en 2022 qu'on enlève la CAN à la Guinée, en tant que Guinéen, quel était ton sentiment? Ah, t'as forcément un peu honte, hein, parce que c'est à la base c'est une vitrine pour ton pays. On va recevoir toute l'Afrique, on va montrer notre pays, on va montrer notre culture, on va montrer notre savoir-faire, notre hospitalité et tout ça, et que ça se fait pas. Mais mais le problème, il y a bien longtemps. Bien longtemps. Parce que quand on dit il y a 13 ans, non, c'est en 2014, c'est ça? Oui, 2014. 2014 qu'on a l'obtention, et en plus on a un report encore de 2 ans qui donne plus de temps, et que c'est pas fait. C'est-à-dire que déjà à l'avance, il y avait un problème depuis un certain moment, tu vois, ou alors, tu vois, il y a pas eu,
Puisqu'en temps Ou normal, alors peut-être qu'on a été surpris de l'avoir. oui, parce qu'en temps normal, la 2023, c'était pour la Guinée. Exactement, parce que déjà le Cameroun était en En retard. retard. La Côte d'Ivoire a profité aussi du délai. La Guinée. Et la Guinée. Ouais, forcément, ça fait pas plaisir. Ça fait pas plaisir parce qu'on veut parler de son pays de façon positive et qu'on montre notre pays parce qu'il y a des choses à montrer dans notre pays et tout ça, tu vois. Il y a beaucoup de choses à changer, évidemment, mais il y a des choses à montrer. Donc, c'est pour ça que, comme je te reviens sur ça, on me dit, ouais, toi, t'es très critique. Non, je suis pas critique. Mais en fait, j'aime tellement mon pays que je veux le meilleur pour mon pays. Que quand je vois des choses qui vont pas, sûrement, des fois, bah, je le dis plus que certaines autres personnes. Et je me mets en avant et mais c'est pas ça. Tu t'attires les fous de tout le monde. Alors que c'est pas ça la réalité de la chose. La réalité, c'est tu as envie que ça avance. Mais justement, parlant de ça, la fédération actuellement en comité de normalisation. Est-ce que c'est une situation qui te gêne? Moi, j'ai parlé, j'ai dit ce que je pensais aussi dessus. Qu'est-ce que tu penses du comité de normalisation? Bah, moi, je pense que plus ça dure, moins c'est bien. Plus le comité de normalisation il reste là, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes dans la fédération, parce qu'on essaie de normaliser le plus tôt possible, de faire des élections et de repartir sur un cycle ou sur un projet. Oui. C'est ça le but d'un comité de normalisation. S'il y a problème, de remettre toutes les choses en ordre, de remettre le football guinéen dans le droit chemin, prévoir des élections, et voilà, la mission a été faite. Sauf que là, chaque année, on donne 6 mois, on donne 1 an, on donne 6. Donc, en fait, la question, c'est, j'ai même plus envie j'ai même plus d'avis, moi, sur ce comité. En fait, j'ai envie de savoir juste un peu de communication et de clarté sur c'est quoi le futur du football guinéen, parce que moi, je l'ai demandé et j'ai pas de réponse sur quoi on tente. Mais Ibrahima, parce que la dernière fois, à la dernière assemblée, la majorité des clubs, ils ont retoqué le projet du comité de normalisation. Est-ce que c'est de la faute du comité de normalisation que les choses durent autant? C'est pas aussi la faute des présidents de clubs, des membres qui font partie de l'Assemblée générale? Si, c'est possible, mais ça, comme je dis, c'est quelque chose où maintenant je me suis un peu détaché parce que ça m'apporte plus des problèmes d'en parler pour de vrai qu'autre chose, alors que moi, en fait. Ouais, voilà, pourtant ce que je dis, je le dis une fois et c'est clair. Vous voulez revenir dessus, tant mieux. Si vous faites semblant de ne pas comprendre ce que j'ai dit, tant mieux. Moi, je dis juste que en tant qu'ancien capitaine de l'équipe nationale de Syrie nationale qui estime avoir tout donné pour son pays, et qui connaît très bien le football, et ben des fois tu vas avoir des réponses sur qu'est-ce qui est en train de passer dans le football guinéen et c'est tout. Et c'est tout. Ouais, oui, c'est vrai. Mais Ibrahima, on va sortir de là parce que on va pas te cantonner à ça parce que je sais que ça te gêne un peu, mais c'est pas que ça me gêne, c'est que c'est toujours la même chose. Tu sais très bien que les comités de normalisation sont issus des décisions de la FIFA. Qu'est-ce que tu penses franchement des comités de normalisation en Afrique? Parce que la FIFA passe son temps à nommer des comités de normalisation quand rien ne va, mais on a très bien vu le cas de la Fédération française de football, qui, qu'on le dise pas, il y a de la grogne, même au sein des membres du comité à la Fédération française de football, mais la Fédération française de football n'a pas eu un comité de normalisation. Ouais, mais ça, il y a une différence là, que la Fédération française de football, elle est totalement indépendante. Nous sommes souvent sous tutelle. Voilà. Donc, par conséquent, les fédérations africaines subissent le tutélat de la FIFA. Non, même pas moi, je parle même pas de la FIFA dans ce cas-là. Je dis que, en fait, on a très peu de fédérations en Afrique. Je crois que la Côte d'Ivoire est indépendante. Je crois que le Maroc aussi est indépendante. Peut-être l'Algérie, la Tunisie. Mais en fait, sur 54 nations, il y en a très peu qui sont pas dépendantes du ministère des Sports. Ok. Ben, bon, on va sortir de là parce que désormais, tu es consultant à Canal+. Ouais. Dis-moi, comment ça se passe? Ça se passe bien. Ça se passe bien, ouais, ça se passe bien. Moi, je savais que je voulais faire un peu de médias déjà après ma carrière, exactement, je le savais. Et pourquoi ça se passe bien? Parce que je le considère pas du tout comme mon métier. Mon métier, c'est footballeur, c'est ce qui restera mon métier toute ma vie. Mais comment toi tu appréhendes le métier de consultant? Comment tu l'embrasses? Et justement, sans pression. C'est quelqu'un, déjà, en jouant, j'avais pas énormément de pression, quoi. C'est toujours de voir le côté de prendre du plaisir ou quoi que ce soit, et sans réfléchir. Comme je dis, je peux pas avoir la pression qu'on mette 2 caméras sur moi pour parler de quelque chose que je connais quand t'as joué dans des stades de 80 000 places où on te siffle, on insulte ta maman, on insulte ta famille. Ça, et encore, c'est quoi? C'est même pas de la pression puisque tu viens faire ce que t'aimes. Tu aimes, ouais.
Exactement, mais justement, parlant de ça, comment tu appréhendes la pression de footballeur à la pression de consultant? Mais justement, j'en ai aucune. Quand je viens, mais vraiment, j'ai zéro pression, zéro pression. J'ai pas eu besoin de faire 2, 3 mois de temps d'adaptation. Il y a juste des détails ou des trucs à régler. À régler? Et puis c'est tout. Mais moi, je pars du principe que je viens m'asseoir sur un plateau et je vais parler de football. Exact. Mais Je dois juste faire un peu mes devoirs pour savoir de quoi est-ce qu'on parle. Mais déjà, comme je regarde énormément de football, que je me renseigne, je me documente tout le temps sur le football, j'aime pas que les choses m'échappent. J'aime pas qu'on s'assoit et qu'on me parle de quelque chose et t'es là, t'as l'air un peu bête parce que tu sais pas de quoi on parle. Surtout dans le football, dans le domaine du football. Exact. Donc, je peux pas m'asseoir là et ne pas savoir de quoi je parle. Mais justement, footballeur, est-ce que comme on prépare un match, c'est la même chose quand un consultant, par exemple, sur un match de football, quand tu es consultant sur un match de football, est-ce que tu appréhendes les mêmes choses de la même façon? Qu'est-ce que tu fais? Comment tu te documentes? Tu travailles normalement comme, Ouais, je travaille normalement, je me documente. En général, quelques heures avant le match, pour que ça se reste bien frais dans la mémoire. Je fais mes fiches. J'ai la chance de retenir très vite les choses et de les avoir en tête. Donc, je fais mes fiches pour m'orienter un petit peu. Et après, j'aime pas bourrer de statistiques parce que on n'est pas là pour raconter que l'autre, il a couru autant, l'autre, il a fait ça. On peut le dire de façon globale. Mais on est là pour expliquer aux téléspectateurs qu'est-ce qui est en train de se passer. Il y a le commentateur qui, lui, en fait la narration un peu du match. Et puis moi, je suis là pour montrer, en tant qu'ancien footballeur, tactiquement ce que les autres ne voient pas. Et les éclairer pourquoi il s'est passé ça, pourquoi il y a ce mouvement et ça. C'est ça. Mais justement, j'ai prévu un petit truc, une petite surprise pour toi. Pour que ce soit pas, j'ai pris quelques feuilles là, et tu vas tirer, hein, tu vas les tirer au fur et à mesure, et c'est 5 questions. Tu peux tirer comme tu veux. Et tu lis. Voilà, parce que j'ai pour toi, la question. Quel est ton plat préféré en Guinée? Mon plat préféré en Guinée? Ouais. Non, alors, en Guinée, hein, parce que si tu me dis mon plat préféré, moi, c'est le tchéboudienne blanc au poisson. Ça, c'est mon plat préféré. D'accord. Mais en Guinée, on a une sauce qui s'appelle konkoué. Konkoué. Ouais. C'est du poisson séché, fumé un peu. Sauce rouge. Et ça, ou bien, ouais, sauce poisson. C'est ça. Tu n'aimes pas le lafidi? Non. Ouais, j'aime pas, moi, tout ce qui est feuilles, tout ce qui est... Ah! Non, c'est pas pour moi. Je pensais te surprendre parce que j'ai un peu fait la Guinée et j'ai mangé du lafidi. Oui, les gens, ils aiment beaucoup ça, là, mais non, moi, non. Je réclame tout le temps à mes amis guinéens. Donc voilà, c'est ça mon plat préféré. On peut passer à la deuxième. Que penses-tu des joueurs suivants? Naby Keita, Samuel Eto'o, Didier Drogba. On va commencer dans l'ordre, hein. Naby, moi, j'ai eu la chance de jouer avec lui en sélection et tout ça. C'est dommage qu'on n'a pas réussi à avoir une connexion sur le terrain ensemble. Après, il y avait des blessures. Moi, j'étais pas là, ou des fois, c'était lui qui était pas là, ou même à la dernière CAN où en fait, il était blessé, il a pas pu jouer longtemps. Moi, voilà, qu'on n'ait pas réussi à avoir cette connexion sur le terrain qu'on aurait dû avoir, dû à plein de choses, hein. Parce qu'en fait, au final, on n'a pas énormément joué ensemble, hein. On était longtemps dans une longue période ensemble en sélection. Mais on n'a pas énormément joué ensemble. Mais je sais que voilà, techniquement déjà, pour le peu de fois où on arrivait à se trouver, on se comprenait bien. Et puis surtout, ouais, c'est ça, je trouverais ça dommage. Et après, oui, bon voilà, Naby quand même, c'est vainqueur de Champions League, vainqueur de je sais pas combien de coupes là-bas. Il est aussi vainqueur du championnat. Transfert ça se passe mal. Avec Liverpool, ils sont 7e. Transfert à 65 millions ou quoi que ce soit. C'est pas par hasard qu'on arrive à Liverpool. Et si on n'a pas de talent, si on n'a pas de qualité, qu'on arrive à Liverpool avec un transfert comme ça et qu'on te donne le numéro 8, évidemment. Donc, tout le monde est au courant Non, oui, mais des fois, faut le remettre en perspective parce que les gens croient que oui, c'est de la chance. Non, c'est pas de la chance. C'est toujours du talent, du travail ou quoi que ce soit. Malheureusement, il y a eu trop de blessures à Liverpool. Beaucoup trop. Il n'a pas pu qu'il enchaîne. Suite après, moi, c'est mon avis personnel. Je trouvais quelques choix, des fois, bizarres de la part de Jürgen Klopp. À quoi est dû les blessures d'un footballeur? C'est quoi? Tu t'entraînes trop? C'est possible. C'est que c'est peut-être une question de rythme ou quoi que ce soit. Ou alors, mais des fois, c'est un manque de rythme. On te met dans le grand bain.
Et après, faut pas oublier que la première ligue, ça va très vite, c'est très costaud, c'est très, ça, je pourrais pas, je saurais pas l'expliquer, je vis pas au quotidien avec lui. Mais voilà, oui, Naby, très très grand joueur de foot qui a montré partout où il a été. Même si à Liverpool, là, c'est un peu difficile, on espère qu'il va trouver un club à la hauteur de son talent et surtout, il va pouvoir enchaîner et jouer. Et Samuel? Samuel, bah moi je le dis tout simplement, pour moi Samuel Eto'o c'est le meilleur joueur africain de tous les temps. Ah ouais? Ouais. Et je vais même aller plus loin. Je pense que c'est peut-être le meilleur sportif africain. De la décennie? Ouais. Même plus. Même plus. Euh, Comment tu trouves la gestion de l'Africa Foot? Bah moi je suis pas. Déjà je veux pas me mêler de celle de la Guinée. Alors si maintenant je vais me mêler de celle Non, de l'Africa Foot. je dis comment tu trouves? Quel est ton avis? Parce que c'est pas, je veux pas, tu dises que c'est bien, c'est mal, mais au vu de ce que tu ressens, tu vois de loin. Mais déjà pour continuer avec Samuel Eto'o, voilà, moi je trouve que c'est l'une des personnalités sportives les plus importantes qu'on a eu sur le continent. Déjà pour ce qu'il a fait comme footballeur, où là il y a même pas de débat, on n'a même pas besoin de polémiquer sur ça pour commencer qui est Samuel Eto'o. Mais surtout en dehors, et il y a des modes maintenant. Beaucoup de modes, parce que maintenant, on vit avec les réseaux sociaux, il y a les modes des hashtags. No to racism, tous unis, tout ça. Sauf que Eto'o, il a fait ça sans hashtag. Ouais, exact. Exact. Il l'a fait dans des grands clubs où il a toujours défendu la cause des Noirs, il a toujours lutté contre le racisme, sans réseaux sociaux, en prenant des conséquences, en dénonçant, en parlant contre les plus puissants ou quoi que ce soit. Exact. Donc toute cette nouvelle hype qu'il y a maintenant où on est, évidemment, par contre, je sais que c'est sincère, on est tous concernés, mais il y a aussi beaucoup de récupération avec tous ces hashtags pour dire oui, la cause, on est dans la cause. Alors que Samuel Eto'o, il l'a fait en demandant à personne. Ou même des fois, je pense, à l'époque, on comprenait même pas le combat qu'il était en train de mener. Parce que tu te souviens du match où il a voulu sortir? Ouais, exactement. Ça paraît improbable, alors que maintenant, il y a des gens qui sortent match ou alors qui veulent sortir ou on interrompt les jeux. Et tout, il le faisait tout seul. Donc voilà. Après, voilà, pour revenir sur la FECAFOOT, moi, je suis très content qu'Eto'o, ce soit le président de la FECAFOOT parce que je pense que, quoi qu'il se passe, dans toutes les fédérations, il faut avoir des anciens joueurs qui connaissent le foot, qui savent ce que c'est d'avoir joué pour la sélection nationale et qui ont une vision pour faire avancer le foot. Ibrahima Traoré, président de la FEDIFOOT. Et là, je vais vous dire, pour dire la vérité, c'est même pas président. Ah ouais? Il peut y avoir un autre président ou quoi que ce soit, mais il faut qu'il soit conseillé par des gens qui ont joué au foot parce que personne ne connaît mieux le foot que quelqu'un qui a joué au foot. Bah oui. Personne ne peut aimer plus le foot que quelqu'un qui a joué au foot pour son équipe nationale et qui a envie de l'aider. Mais tant qu'on fera pas ça, vous verrez, il y aurait des problèmes parce que le football, tout le monde croit connaître le football, très peu de gens connaissent le football. Exactement, exact. Et Didier Drogba? Et Didier Drogba, on a eu droit, nous aussi, en Afrique, à ce duel pendant 15 ans. 15 ans. entre Drogba et entre Samuel Eto'o. Moi, j'ai une petite préférence pour Samuel Eto'o ou quoi que ce soit. Mais si on me dit maintenant que Drogba est meilleur, moi, ça me choquerait pas parce que ce qu'a réalisé Didier Drogba, pour sa sélection nationale, aussi dans l'aspect un peu politique des choses, les qualifications en Coupe du Monde et surtout d'être une légende, en première ligue, une légende à Chelsea. Ça veut tout dire, ça montre de qui on parle. Mais justement, Didier Drogba, il a voulu aussi être président de la FIFA. Ça n'a pas marché. Eh oui. Est-ce que tu penses pas que c'est bien d'avoir une génération comme ça qui veulent aller au charbon? Parce que je trouve courageux qu'il ait eu cette posture-là à aller pour chercher à avoir un poste. Et c'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut pour faire avancer. En fait, c'est ce qu'il faut si on dit qu'on aime vraiment le football de son pays ou quoi que ce soit. C'est d'essayer un minimum de pouvoir l'aider, mais pas forcément avec la fédération, mais même en dehors. Moi, je pas. Parce qu'on est focalisé sur la fédération, tout le monde va croire que je veux aller à la fédération. Non, c'est pas du tout le cas, vraiment. Je dis juste que il faut associer les anciens joueurs. Mais pas dire parce que tu es ancien joueur, on t'associe. Non, c'est parce que tu proposes quelque chose, tu as une vision et tu peux faire avancer le football. Exactement. Faut pas non plus aussi se tromper, dire oui, parce que tu es un ancien joueur, vas-y, tiens, on te met là, alors que tu n'as pas les compétences, ou alors que ça t'intéresse pas. Ça t'intéresse pas, mais justement, parce que quand je regarde, parlons de Didier Drogba, je pense que quand tu regardes comment Didier Drogba présente
les France Football, le Ballon d'Or France Football. Mais franchement, sans te mentir, au début, je pensais qu'il forçait, mais j'ai compris que vraiment, il était à sa place. Et c'est, moi, franchement, pour ça, j'ai beaucoup de respect pour lui parce que c'est un peu comme quand je regarde Ibrahima Traoré dans les grandes bouches, je me dis, mais où est-ce que Ibrahima prend ses idées? Où est-ce que ça, comment est-ce que ça arrive? Parce que justement, les gens qui ne connaissent pas les footballeurs les voient sous le prisme des gens qui ne savent que taper à la balle. Ils ne prennent pas comme des gens qui réfléchissent et qui ont des arguments sur certains aspects de la vie. Donc, voilà. Mais ça, c'est une posture encore, comme je dis. Alors, les gens, si c'est aussi leur logique, des gens bêtes jouent au foot, mais sont suivis par des gens intelligents. Donc, il y a des gens intelligents qui suivent des gens bêtes. Donc, alors, ça me montre, votre intelligence. Voilà. Donc, voilà. Donc, on peut aller sur ce sujet-là. C'est vrai, il y en a beaucoup qui pensent que les footballeurs, ils sont pas réfléchis, ils sont bêtes ou quoi que ce soit. Mais moi, je dis, allez jouer au foot et l'école du foot, hein, l'école de la vie, ce que le football t'apprend, vous allez voir que ça va vous apprendre beaucoup plus de choses que dans la vie de tous les jours, parce que c'est un monde à part. C'est un monde à part. Alors oui, les fantasmes avec l'argent, avec la gloire, avec la célébrité, avec tout ce qui s'ensuit, la belle vie et tout ça. Oui, évidemment, mais on n'arrive pas là par hasard non plus. Non, du tout, du tout. Next. Quel genre de musique tu écoutes? Alors là, moi, j'écoute vraiment, mais tout le monde dit ça, j'écoute vraiment de tout. Mais moi, j'ai la chance, je peux le prouver, il y a mon mur là qui. Ben oui. Il y a mon mur, alors, sur mon mur, il y a du Bob Marley, il y a du Jacques Brel, il y a François, il y a France Gall. Ah non, c'est oui. Il y a France Gall, il y a Jacques Brel. En haut, il y a Jay-Z. Ben, je vais finir ça tout à l'heure, les gens, ils verront. Il y a Jay-Z et tout ça. Non, mais c'est pour dire, vraiment, j'écoute tout. Alors, ce que j'écoute le plus, évidemment, c'est du rap. Je suis grandi dedans, j'ai grandi dedans. Je suis né. Non, j'écoute pas de Soprano. Moi, j'écoute beaucoup. J'ai beaucoup de mal avec la musique récente, donc j'écoute beaucoup de musique ancienne, du rap américain, Tupac, ancien, Tupac, Jay-Z, beaucoup, et du rap français à l'ancienne. Mais sinon, après, j'adore la variété française. Les gens me prennent pour un fou. J'adore la pop. J'adore tout. Ça se voit sur mon mur. Solar, les anciens. Oui, mais ça, c'est encore plus mes frères que Solar. Moi, j'ai pas vraiment écouté Solar, mais ça, c'est encore plus mes frères. D'accord. Okay. C'est mon genre de musique. Next. Comment tu passes tes journées hors boulot de consultant? Mes journées, en ce moment, j'écris mes projets. Donc, ça prend beaucoup de temps à les écrire. J'écris quand j'ai du temps. Après, on est beaucoup pris aussi avec Canal, mais en plus, moi, je fais la bascule, hein. Je vis, parce que je suis là, mais je vis entre là et l'Allemagne. Dès que j'ai le temps libre, je vais parce que j'ai mon fils et tout ça. Donc, je vais voir mon fils. Je passe du temps, là-bas, où il vient là. Donc, voilà comment je passe mon temps entre les projets que je suis en train d'écrire, les projets que je suis en train de finaliser. Canal, qui prend beaucoup de temps. Qui prend beaucoup de temps. Et sinon, je suis en Allemagne la plupart du temps, en fait. Ouais, oui, justement, c'est un dernier aspect. Comment tu trouves la gestion du football africain aujourd'hui par rapport à la CAF? C'est compliqué, hein, c'est compliqué de dire, parce que tu sens qu'il y a rien qui en fait, non, d'un côté, on peut pas non plus tout mettre sur la CAF. Faut qu'en fait chacun prenne un peu ses responsabilités. Il y a des choses évidemment qui ne vont pas. La CAF a un vrai problème avec l'arbitrage. Par exemple. Il faut vraiment mettre l'arbitrage à niveau. Parce que ça fausse des compétitions, ça, attention, quoi, qu'on rentre pas dans la caricature de ce qu'est l'Africain, avec le folklore ou quoi que ce soit. Après, ce qu'on reproche aux autres, de nous qualifier, de nous traiter de la sorte. Et au final, nous-mêmes, on le fait, quoi. On le fait. Mais Ibrahima, comment est-ce que tu perçois le fait que la majorité des Africains aujourd'hui disent que la CAF est gérée par la FIFA? C'est un peu comme si on dirait que le football guinéen est dirigé par la CAF. Ouais, mais alors, s'ils le disent, c'est que peut-être qu'ils ont des arguments à dire, mais par contre, quand il y a ce genre de choses, faut en parler clairement. Faut dire pourquoi vous dites ça ou quoi que ce soit. Moi, c'est des choses qui m'intéressent pas forcément. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le développement des fédérations et ces fédérations. Donc, évidemment, ils reçoivent des subventions de la CAF. C'est la CAF qui donne un peu aussi la feuille de route à faire ou quoi que ce soit. Mais voilà, faut se mettre d'accord. Alors, soit pour alléger
les choses parce qu'on n'est peut-être pas capable d'aller à cette vitesse-là pour faire les choses, donc de faire les choses étape par étape. Par exemple, il y a beaucoup trop de pays qui jouent pas les matchs de qualif dans leur pays. Exact. Le Maroc reçoit 10 équipes. Heureusement encore, déjà merci au Maroc d'accueillir tout le monde, mais heureusement qu'il y a un pays qui accepte de prendre cela, qui accepte de le faire. Oui. Mais Ibrahima, je dis ça pourquoi? Je te dis ça pourquoi? Parce que aux dernières élections à la CAF, c'est pratiquement le président de la FIFA qui a choisi le président de la CAF. Est-ce que tu trouves ça normal? Moi, c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que si le président de la FIFA vient choisir qui va diriger le football africain, est-ce que tu trouves pas que nous sommes en train d'aller vers une recolonisation du football? Alors, est-ce qu'on a vraiment déjà été libre? C'est ça la question, pour décider en fait vraiment de nous-mêmes. C'est pour ça que je dis, moi, je mets pas que la faute sur la CAF ou la FIFA, mais aussi sur nos fédérations. Faites avancer les choses et surtout, faites des choses pour le football de votre pays qui, dans chaque pays d'Afrique, représente énormément. Mais faites quelque chose pour les jeunes, quoi. Ils aiment le foot. Faites ça pour eux. Voilà. C'est limite un devoir. D'accord. C'est vrai quand tu dis à la fin de cet entretien, dis-moi, quels sont, puisque maintenant tu es dans le football, tu es dans le monde du consultant, mais quel est pour toi le meilleur pour le football africain? Comme je vois que tu as beaucoup d'idées sur la vision, le développement du football, quel serait pour toi ce qui incarnerait le meilleur pour les Africains et le football africain? Alors déjà, en petit 1, c'est que chaque pays puisse jouer chez lui un match de qualif, pas qu'il y ait de délocalisation. Quand c'est des tout petits pays qui n'ont pas d'infrastructure, qui n'ont pas de stade, je peux comprendre. Mais par exemple, nous, la Guinée, il faut qu'on joue chez nous. Il y a le Congo qui a failli jouer au Cameroun. Ça a fait une polémique alors qu'ils ont un stade chez eux. Ça aussi, ça fait une polémique. Ben oui. C'est pour te dire, il y a combien d'équipes. La RCA joue déjà au Cameroun. Voilà. Tous ces matchs de qualification. Exactement. Donc voilà, moi, je veux que toutes ces équipes-là puissent jouer chez elles. Et déjà, même ça donne un peu même plus de piment aux qualifications. Tu vas te déplacer chez l'autre. Et toi aussi, tu vas aller chez les autres. Oui. Alors que jouer sur un terrain neutre, tu vois, ça n'a pas vraiment de saveur. Je pense que tu es un peu frustré parce que justement, le Niger, ces 2 matchs de qualification contre l'Algérie, ils les ont joués en Algérie. La Fédération algérienne de football leur a proposé de jouer le match retour. Mais ça, faut pas en vouloir du tout à l'Algérie. Non, mais justement. Donc, je pense que toi, un peu Non, et puis le Niger aurait pu refuser aussi et dire, on joue pas en Algérie. Oui, mais exactement, non. Toi, tu es beaucoup plus porté vers le développement des infrastructures. Mais c'est comme ça d'abord, c'est la première des choses. Un autre exemple, il faut qu'on arrive maintenant à ce que les CAN soient en temps et en heure. Là, il y a quand même 3 pays qui ont eu des CAN repoussés. Il y en a une qui a été retirée, une qui n'était pas prête. Et la Côte d'Ivoire qui va être prête, mais qui a aussi bénéficié quand même de ces 2 années-là. Mais la Côte d'Ivoire, justement, qui n'est pas aussi prête pour ce qu'on dit, parce que la dernière fois que le secrétaire général était là, il a annoncé qu'il y avait 3 stades prêts et 3 stades qui devaient être encore, qui sont en préparation et qui devaient être prêts. Est-ce que tu penses que ce qu'ils n'ont pas fait en 10 ans, ils peuvent le faire en 3 mois? Alors moi, je sais pas où ça en est l'étape. Moi, de ce que j'ai entendu, parce que j'ai beaucoup d'amis ivoiriens, c'est que c'est en bonne voie et que au moment où il y aura la CAN, tout sera prêt. Mais c'est ça le but. C'est dire, en fait, moi, voilà, c'est qu'il n'y ait plus on n'a plus à repousser le calendrier de chaque CAN ou quoi que ce soit. Et puis aussi des choses claires. Pourquoi on donne des CAN ça, c'est ça. Et ça, je trouve que c'est un manque c'est même pas de travail, c'est de logique. On sait qu'il pleut chez nous. Il pleut chez nous. Il pleut beaucoup même dans ces périodes-là. Mais on donne des CAN pour les décaler après. On sait que c'est pas possible. Ben oui, c'est pas possible parce qu'à un moment ils ont voulu jouer en juin juillet pour se conformer aux désidératas de la FIFA. Ça n'a pas marché parce que en juin juillet il pleut et pourtant en janvier février c'est justement pour finir. Parce que tout à l'heure t'as parlé de l'arbitrage de la CAF. J'ai pas voulu rebondir parce que je comptais te poser la question parce qu'il y a eu une petite polémique de Guy Demel qui a dit que l'arbitre, oui, l'arbitre qui a officié le match Mauritanie-RDC, il y a une compromission. Est-ce que tu penses que c'est juste de l'avoir dit comme ça? Tu peux te répondre si tu veux. Déjà, il faut comprendre que les grandes bouches, on est à chaud, on est sur un thème, en plus, on est sur quelque chose qui fait beaucoup réagir ou quoi que ce soit. Évidemment, quand on regarde le match, pour tout être censé, on se dit,
les décisions sont bizarres. Oui. Alors, est-ce qu'il y a triche ou il y a suspicion? Je pense même pas que Guy, en fait, ce qu'il veut dire, c'est que l'arbitre, il est venu, il a triché. Il dit, je pense qu'il est en train de dire, c'est suspicieux, en fait, qu'il y ait autant d'erreurs comme ça. C'est ce que je pense. Oui. Et puis, on est dans une émission, c'est en direct, et on parle. Et c'est sans filtre. Hein. C'est vrai, c'est sans filtre, c'est à bâton rompu. Oui. Donc, des fois, moi, je comprends ce qu'il veut dire, Guy. Il dit que il y a eu trop d'erreurs d'arbitrage aussi flagrantes pour que ce soit normal. Est-ce qu'il dit que l'arbitre a triché ou alors qu'il y a eu corruption? Je pense pas du tout. Je le connais très bien et je ne pense pas du tout. En plus, c'est un Ivoirien. Ouais, c'est un Ivoirien, donc. Mais je ne pense pas. Mais Ibrahima, je suis très content d'être venu, que tu m'as reçu sur toi. Mais quand tu parles pas allemand, ben, qu'est-ce que tu peux nous dire en allemand? Qu'est-ce que tu veux que je vous dise? Que, par exemple, ce que tu souhaites du football africain, bon, la beauté du football africain, un truc comme ça. Dis-nous un truc en allemand, parce alors, attends, je vais leur dire en allemand de regarder l'interview. D'accord. Hallo, ist Ibrahima Traoré hier. Ich bin mit Richard. Wir haben ein Interview bei mir zu Hause gedreht. Bleib dran, das Interview kommt bald und ich hoffe, ihr schaut mal rein. Alles gut. Merci. Merci, Ibrahima. De rien. Bonne journée. Merci à toi aussi. Voilà. Merci.